Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours sur l'analyse temporelle des systèmes linéaires continus. Alors pourquoi l'analyse temporelle? Je rappelle simplement qu'en automatique, on s'intéresse à connaître la solution S de t ou X de t, ça dépend si c'est une variable interne ou la variable de sortie, et connaître son expression afin de faire une simulation en fonction du temps. Donc tracer principalement S de t en fonction du temps et voir son évolution dans un futur proche ou lointain afin de vérifier si cette variable va converger ou pas, si elle va diverger, auquel cas elle sera instable, et même si elle converge, à quelle valeur elle va converger. D'où l'intérêt de faire une analyse en fonction du temps. C'est-à-dire que dans l'abscisse, on va tracer le temps et dans l'ordonnée, on aura notre sortie S de t. Alors, avant de faire l'analyse temporelle, il nous faut partir d'une fonction de transfert. Donc le point de départ le plus important, c'est d'obtenir la fonction de transfert du système afin de faire une analyse par la suite. Si vous avez besoin de connaître la fonction de transfert, sa définition, comment on l'obtient, je vous invite à revenir à mon premier cours sur la fonction de transfert. Quoi qu'il en soit, on garde en tête que la fonction de transfert G de P, c'est le rapport de la sortie S de P sur l'entrée E de P. P étant l'opérateur laplacien puisqu'on est dans le domaine fréquentiel. En tout cas, la fonction de transfert est donnée dans le domaine fréquentiel. Même si par la suite on s'intéressera à la solution S de t qui sera en temporel. Donc ce qui va nous intéresser, c'est une fois qu'on dispose d'un système à étudier qui s'appelle G, ayant une fonction transfert G de P, on va appliquer à l'entrée de ce système une entrée. D'accord, il y en a quelques-unes que l'on utilise en automatique. Une entrée simple qui revient souvent en automatique, c'est l'impulsion de Dirac. Alors je l'ai dit, mais je le rappelle, l'impulsion de Dirac, c'est une énergie quasi infinie sur un laps de temps très court. Donc vous avez une impulsion très importante sur un laps de temps très court, sur un temps qui est quasiment nul, et on regarde l'évolution de la sortie du système. Donc là, si je vous pose la question, si on applique une impulsion de Dirac à l'entrée de ce système, comment se comporte la sortie du système? Dans quelle forme aura la sortie S de t de ce système-là si à l'entrée on l'excite avec une impulsion de Dirac? Alors, qu'en pensez-vous? Quelle allure on aura en sortie? Eh bien, à ce stade, on ne peut pas le dire, puisque ça va dépendre du système G. Donc, chaque système est différent. Ça va dépendre si le système est stable ou pas. Et puis également de la dynamique et de l'amortissement. On parlera de ces notions par la suite. Donc tout ce qu'on peut dire à ce stade, c'est qu'on va récupérer la sortie impulsionnelle de ce système, puisqu'on a appliqué une impulsion à l'entrée. D'accord? Alors on a une première définition de la stabilité pour un système linéaire qui nous dit la chose suivante. Si jamais vous appliquez une impulsion de Dirac en entrée, et que vous observez la sortie, il faudra que la limite de G de t, autrement dit la limite de la sortie, lorsque le temps tend vers l'infini, il faut que cette limite converge vers 0. Autrement dit, une fois qu'un transitoire passe, il faut que le système revienne à un état d'équilibre stable et qui est l'origine. Alors pour vous donner un exemple, si vous prenez un ballon de foot et que vous donnez un grand coup de pied dans ce ballon, eh bien il va s'élever en l'air, plus ou moins à une altitude élevée, et puis il reviendra vers la surface de la Terre. Et donc il a subi un transitoire important, mais il a fini par revenir à un état initial qui est le repos. Auquel cas on dirait que le système est stable. Donc première définition de la stabilité. Une autre définition plus large que la précédente, puisque la précédente concerne un système ayant subi une entrée en impulsion de Dirac,
Là, on est plus général, quelle que soit l'entrée. Un système linéaire est dit stable si tous les pôles de la fonction transfert ont des parties réelles négatives. Alors, je vous renvoie vers mon précédent cours sur la fonction transfert pour connaître les pôles. Comment les obtenir? Alors, petit rappel, les pôles, c'est simplement les racines du dénominateur de votre fonction transfert. D'accord? Je répète, les pôles, on va s'intéresser aux racines du dénominateur de la fonction transfert en boucle fermée. Et on va trouver ces solutions, ces racines qui sont appelées des pôles. De manière générale, ces solutions appartiennent au domaine complexe. D'accord? Donc c'est des nombres complexes ayant une partie réelle ou une partie imaginaire. S'ils sont purement réels, c'est un cas particulier, donc on va rester large, et on dira que les solutions appartiennent au domaine complexe. Si on s'intéresse à la stabilité, il suffit de regarder tous ces pôles. Il faudra que toutes les parties réelles soient négatives, auquel cas on dira que le système est stable. Alors d'où vient cette condition? On le verra au fur et à mesure qu'on avancera dans nos cours. Alors une autre entrée également célèbre utilisée en automatique, si vous avez un système G, on pourrait appliquer à l'entrée une impulsion de Dirac, on l'a vu, mais l'autre entrée également utilisée, c'est un échelon. Donc l'échelon peut avoir une amplitude donnée, ou il peut être un échelon unitaire, comme c'est le cas ici, U de T, qui a une amplitude égale à 1. Alors ça peut être 1 volt ou 1 dans son unité naturelle, 1 degré, 1 bar, 1 radian par seconde. D'accord? Donc on appliquera à l'entrée de ce système G un échelon unitaire et on s'intéresse à découvrir la sortie de ce système. Comment répondra ce système à un échelon unitaire? Et donc la réponse indicielle cette fois-ci. Ce n'est pas la réponse impulsionnelle, c'était le cas avec l'impulsion de Dirac. Si vous avez un échelon en entrée, on appelle la sortie, c'est la réponse indicielle. Alors, quelle allure aura la réponse ici? Est-ce qu'elle va suivre l'échelon, suivre sa forme, avec un retard ou pas, avec des pics et des oscillations ou pas? On ne peut pas le prédire, puisque ceci dépendra de la nature du système G. Donc à ce stade, on dira que la sortie, c'est la réponse indicielle, step response en anglais. Alors cette réponse, qui va subir dans un premier temps un régime transitoire, puis s'établir vers un régime permanent. Donc cette réponse, si on s'intéresse à trouver la solution analytique de cette réponse, elle sera composée d'une partie liée au régime transitoire et d'une partie liée au régime permanent, appelé steady state en anglais. Donc on aura les deux composantes, le régime transitoire dans un premier temps, puis une composante en régime permanent. Alors pour aller dans le détail des calculs et de l'analyse, il nous faut donner des exemples particuliers pour G afin d'aller plus en détail. Donc le premier exemple le plus simple, c'est un système du premier ordre. Donc là on donnera ici la fonction transfert qui lie l'entrée à la sortie pour un système du premier ordre. Donc tout système du premier ordre dispose d'une fonction transfert G de P de la sorte. G de P égale à K sur 1 plus tau P. C'est la fonction de transfert caractéristique de tout système du premier ordre, pour lequel vous allez définir K comme étant le gain statique, et donc c'est une constante, et tau comme étant la constante de temps, c'est également une constante. La seule variable ici, c'est l'opérateur laplacien P, qui est fonction de la fréquence. Alors, exemple d'un système du premier ordre, c'est un filtre RC. Donc là, vous avez un filtre RC sur lequel on applique une entrée E de T à ce niveau-là. Donc on l'alimente avec une tension E de T.
et on récupère la sortie qui nous intéresse, qui est aux bornes du condensateur et qu'on appelle S de t. Alors on sait que la constante de temps pour un système de ce type-là, c'est le produit R fois C. Donc dans un premier temps, on cherchera à trouver la fonction transfert qui lie S, la sortie, à l'entrée E. Et pour arriver à la fonction transfert, il nous faut passer par la modélisation de ce circuit à travers l'obtention de l'équation différentielle. Donc comme c'est du domaine électrique, on va passer par les équations de Kirchhoff. On écrit la loi des mailles ici. Donc vous aurez E de t lié à la résistance et au courant et lié à S de t. Sauf que la fonction transfert est un rapport entre S et E. Donc vous avez le courant entre les deux qui nous gêne puisque le courant est une variable. R et C ne nous gênent pas puisque ce sont des constantes. Par contre, le courant, comme c'est une variable, il faudra l'éliminer. Donc comment éliminer le courant? Vous prenez simplement l'équation de la tension au bord du condensateur qui est liée à son courant qui la parcourt à travers une dérivée. Et à ce moment-là, vous pouvez remplacer le courant par la tension S de t, ou plutôt sa dérivée. Donc après un petit calcul, vous allez obtenir l'équation différentielle suivante. Pardon, taux ds sur dt plus S de t égale à k fois E de t. Alors si vous avez fait les choses correctement, vous devriez trouver cette équatif. Ou plutôt, vous devriez trouver sur la partie droite uniquement E de t. Alors comment explique-t-on cette différence? Alors E de t est une tension d'entrée. Alors on s'intéresse ici à appliquer un échelon, donc une constante. Alors la constante peut avoir une amplitude. D'accord? On va simplement se dire la chose suivante, soit E de t qui est là, un échelon unitaire, donc ayant une amplitude de 1, et on va sortir l'amplitude de E de t et exprimer l'amplitude à travers la constante k. Et auquel cas on va revenir à un système général pour lequel on appliquait un échelon d'une amplitude quelconque. Donc je rappelle, E de t est un échelon unitaire d'amplitude 1, et l'amplitude qui était supposée être sur l'entrée, on va la sortir et on va la représenter par la constante k. Et à ce moment-là, vous devriez trouver l'équation qui est là. Alors pour résoudre, on a vu que le plus simple c'était de passer par Laplace, et donc il faut trouver la transformée de Laplace de cet équatif pour aller vers des fonctions de transfert. Il y a une information intéressante qui nous dit que les conditions initiales pour ce système sont nulles. Initial conditions sont égales à 0. Alors si c'est le cas, si les conditions initiales sont nulles, il suffit de remplacer tout opérateur dérivé, d sur dt, par l'opérateur laplacien p. Également, on va prendre toute variable minuscule en fonction du temps par sa transformée de Laplace avec une variable majuscule en fonction de p. Donc ici, vous auriez taux p grand S de p plus grand S de p égale à k grand E de p. À ce moment-là, on pourra sortir en facteur commun S de p, et puis soit on donne la fonction transfert S de p sur E de p, soit on va trouver la solution S de t à travers l'étape de la transformée de Laplace, en considérant simplement que E de t est un échelon unitaire, E de t qui est là. Donc la résolution, on ne va pas la traiter ici, ça a été vu dans un cours précédent. Ceci nous donne la solution suivante. Donc je rappelle, solution obtenue soit par l'étape de la transformée de Laplace, soit en résolvant dans le domaine fréquentiel, puis on revient par une transformée inverse pour donner la solution temporelle S de t.
Donc petit s de t égale à k fois 1 moins exponentielle moins t sur tout. Tout, je rappelle que c'est la constante de temps, r fois c. Voilà, on a obtenu la solution s de t. D'accord? Qui, une fois simulée en fonction du temps, on peut avoir une idée sur l'évolution de cette sortie si jamais vous appliquez une entrée en échelon unitaire ou avec un certain gain qui se traduit par le cas qui est là. Voilà, donc grâce à ça, on saura pour tout instant t, quelle sera la valeur de la sortie S. Et donc on pourra prédire et dire si le système est stable et à quelle valeur il va converger après un certain temps t. Alors la réponse impulsionnelle pour le système du premier ordre, donc on a vu sur le slide précédent la réponse indicielle pour une entrée en échelon unitaire ou échelon quelconque. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la réponse impulsionnelle. Comment sera la réponse si, à l'entrée, on applique une impulsion de Dirac? Alors, si vous appliquez une impulsion de Dirac, donc d'une valeur très élevée à l'entrée sur un instant très court, en théorie, l'impulsion de Dirac est une énergie infinie. Mais dans la pratique, on aura du mal à réaliser une énergie infinie. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on applique le maximum de l'énergie dont on dispose et on le coupe très rapidement. Donc le système a subi cette excitation. Après, une fois que l'excitation est partie, il va revenir à un état qui ressemble à celui-là. Donc je rappelle que là, on est en train d'étudier le système du premier ordre, le filtre RC. Tous les systèmes ne se comportent pas comme ça si vous appliquez en entrée une impulsion de Dirac. Ici, on est dans un système du premier ordre. Exemple, le filtre RC. Alors, il se trouve que on peut avoir différentes valeurs et paramètres grâce au tracé graphique que vous obtenez. Donc, imaginons que sur un oscilloscope, vous pouvez visualiser la sortie S de t. Alors ici, la sortie S de t se confond avec G de t, puisque l'entrée, c'est une impulsion de Dirac. D'accord? Et on a vu que la transformée de Laplace de l'impulsion de Dirac, c'est 1. Donc la sortie se confond avec G de t. Alors, on nous dit que la valeur maximale ici atteinte correspond au rapport de K sur taux. D'accord? Également, si vous prenez la tangente par rapport au premier point, si vous tracez la tangente, l'intersection avec l'axe des abscisses vous donne la constante de temps taux. Donc, graphiquement, avec ces deux points, on arrive à identifier la fonction transfert. G de P, je rappelle, pour un système du premier ordre, elle vaut K sur 1 plus taux P. Donc un système du premier ordre a deux constantes à identifier, K et taux. Et là, graphiquement, on a pu, si on trace la sortie ou la valeur G de T, on a pu graphiquement retrouver le rapport de K sur taux et l'intersection ici, si vous tracez la tangente au premier point, pour avoir taux. Alors ceci nous indique que ce système est stable, puisque si on revient à la première condition qui nous dit il faut voir la limite de G de t lorsque le temps tend à l'infini, il faut que cette limite revienne à 0. C'est le cas ici, et ça c'est valable pour tout système du premier ordre. Donc là on obtient une première règle qui nous dit que tout système du premier ordre est forcément stable. Tout système du premier ordre est forcément stable. Donc, c'est une chose à retenir. Alors, le tracé de la réponse indicielle, pour lequel on a injecté en entrée un échelon unitaire, l'allure est de la forme suivante. Donc ça, c'est
l'échelon qu'on a appliqué. D'accord? Alors, petit e est l'échelon unitaire. Si on multiplie par un gain k, on obtient un échelon quelconque. D'accord? Donc ne pas se focaliser sur k. Si vous avez un échelon unitaire, il suffit d'appliquer un gain k pour avoir un échelon quelconque. Donc la réponse du système par rapport à une entrée échelon est la suivante. Donc l'entrée est constante, on applique tout le temps une entrée à ce système, et la réponse, comme c'est un système du premier ordre, du type filtre RC, on va voir que le condensateur, sa tension va se charger jusqu'à atteindre la valeur finale qui est là. Alors pareil, on souhaite identifier les paramètres de la fonction transfert, qui est la même, quelle que soit l'entrée. Puisqu'il s'agit d'un système du premier ordre, la fonction transfert G de P, c'est K sur 1 plus tau P. Il nous faut identifier les deux paramètres K et tau. Il se trouve que K, c'est la valeur finale. Donc vous regardez quelle est la valeur finale, vous lisez cette valeur, et ça correspond à K. Également, si vous tracez la tangente du premier point, d'accord, vous allez obtenir une intersection là. Donc si vous descendez, cette intersection vous donne la lecture de la constante de temps tau. D'accord? Simplement, le tracé de la tangente, souvent, il est imprécis, si on le fait manuellement. Souvent, la lecture de tau à partir de la tangente n'est pas très précise. Donc, il y a une autre façon de le faire. Alors, on va définir, l'autre façon, je vais l'expliquer plus tard. On va définir également ce qu'on appelle le temps de réponse. D'accord? Le temps de réponse, alors ça va venir, on va avancer au gré des slides et des informations qui arrivent. Alors, une information nous dit que la pente à l'origine, la pente de la sortie à l'origine, égale à K sur tau. D'accord? Donc ça, on l'a déjà expliqué. Le temps de réponse, si on prend un temps de réponse à 5% de la valeur finale, donc ça c'est la valeur finale, on va s'éloigner de 5% de cette valeur finale, ça nous donne cette intersection, et là on obtient le temps de réponse pour atteindre 5% de la valeur finale. Donc pour un système du premier ordre, le temps de réponse à 5% de la valeur finale, il vaut 3 fois tau. On peut le démontrer. D'accord? Donc, finalement, le taux, on n'est pas obligé de l'avoir à travers la tangente, qui n'est pas précise. Chacun va la tracer plus ou moins de manière précise. Il suffit d'aller vers 5% de la valeur finale, de tracer l'intersection et de lire la valeur du temps de réponse. Cette valeur-là sera égale à 3 fois tau, et à partir de là, on obtient la valeur de tau. Une autre approximation pour avoir la valeur de tau, connaissant la valeur finale K, si on se met à 2 tiers de K, c'est-à-dire à 63% de K, ici, on a calculé K, disons que c'est 10 par exemple, 63% de 10, ça nous fait 6,3, donc 6,3 c'est ici, je vais voir l'intersection avec la réponse, si je descends, j'obtiens la valeur précise de tau. Donc là, vous avez 3 façons comment obtenir la valeur de la constante de temps tau graphiquement. Soit par la tangente au point de départ, soit par le temps de réponse à 5%, en appliquant cette formule, soit en calculant 63% de la valeur finale, l'intersection va me donner la valeur de tau. Et ça, c'est un calcul plus précis. Voilà comment graphiquement on obtient les paramètres de la fonction transfert, et on dira qu'on a identifié la fonction transfert puisqu'on a identifié ses paramètres.
Alors passons à présent à un système du second ordre. La fonction transfert d'un système du second ordre est également connue. Sa forme est la suivante. G de P égale à K sur 1 plus 2 xi fois P divisé par oméga n plus P divisé par oméga n au carré. Alors petite question, on a combien de paramètres ici? Combien de paramètres? On en a 3. K, xi, oméga n. Je rappelle que P n'est pas un paramètre, P est une variable. Donc pareil, K a le même nom, c'est un gain statique. Xi, c'est le coefficient d'amortissement. Et oméga n, c'est la pulsation naturelle. Alors parfois, dans les livres, vous allez voir qu'on l'appelle oméga 0. Donc oméga 0 ou oméga n, c'est la même chose. C'est la pulsation naturelle de notre système. Donc là, pareil, la fonction transfert d'un système du second ordre, il faut la retenir. Idem pour la fonction transfert d'un système du premier ordre. Alors ce système est stable aux conditions d'avoir une pulsation naturelle positive et un coefficient également positif. Les deux étant strictement positifs. Alors il y a d'autres conditions avec lesquelles on pourra dire si le système est stable ou pas. Mais voilà, si vous arrivez à prouver que oméga n et que si les deux sont strictement positifs, on dira que ce système est stable. Exemple d'un système du second ordre, c'est un système RLC. Donc en entrée, on applique une tension en 2T et la sortie, c'est la tension en borne du condensateur. Pareil, vous pouvez faire une pause de la vidéo et trouver l'équation différentielle qui régit ce système-là. Alors vous allez avoir le courant entre les deux, il faudra d'abord éliminer le courant en écrivant l'équation de la tension en borne du condensateur qui va vous permettre de trouver un lien entre le courant et la sortie S ou sa dérivée. Et à ce moment-là, vous revenez à votre équation différentielle et elle sera de la forme suivante. Donc même remarque pour l'entrée E de T, on supposera que l'entrée est un échelon unitaire et s'il y a un gain, une amplitude donnée, cette amplitude sera exprimée par la constante K. Alors vous n'avez pas trouvé exactement oméga n ici, xi et oméga n, vous allez trouver d'autres valeurs qui sont fonction de R, L et C, mais ces valeurs-là, R, L et C, peuvent être réécrites en fonction de la forme qui est là. Donc un deuxième exercice, c'est d'identifier l'expression d'oméga n en fonction de R, L, C et l'expression de xi également en fonction de R, L et C. Donc ceci pour revenir à une écriture standard normalisée pour un système du second ordre. Alors pareil, on considère que les conditions initiales sont nulles, ce qui nous permet de nous débarrasser très facilement des dérivées en passant au domaine fréquentiel à travers la transformée de Laplace. Donc je rappelle, toute dérivée par rapport au temps, d sur dt, c'est l'opérateur p. Donc une dérivée seconde par rapport au temps, c'est l'opérateur p au carré. Donc on va remplacer tout ça. Vous allez obtenir une transformée de Laplace de l'ensemble pour laquelle on va s'intéresser à la résolution et trouver la solution S de t. Donc ce n'est pas notre objectif ici de trouver la résolution. Généralement, il est rare qu'on vous demande de résoudre ça. On va se servir directement de la solution de ce système. Voilà, je vous rassure, on ne vous demandera pas très rarement de trouver la solution S de t, ni de la retenir par cœur. On vous dit simplement que cette solution, vous avez un k à l'extérieur, vous avez une exponentielle ici, et vous avez une fonction sinus.
D'accord? Donc voilà la solution S2T pour un système, pour tous les systèmes du second ordre. Alors si c'est un système électrique, RLC ou autre, vous allez trouver la correspondance entre xi oméga n avec les variables électriques. S'il s'agit d'un système mécanique, par exemple frottement ou inertie, vous allez pouvoir également identifier la correspondance entre le frottement, l'inertie et l'amortissement avec xi et oméga n. Donc ça, c'est une solution générale, celle-là aussi, pour tout système du second ordre, quelle que soit sa nature. Alors, d'autres choses à définir, le psi, pardon, ça c'est le xi, généralement on l'appelle xi, et ça c'est le psi, il est égal à arc cosinus xi. D'accord? Vous avez aussi son cosinus ou son sinus qui sont donnés par les formules suivantes. Donc je rappelle, cette formule, généralement, on ne vous demande pas de la retenir par cœur. Alors, la partie transitoire de cette solution, là on va regarder la réponse que l'on peut obtenir par rapport à la solution S2T. D'accord? Alors tout ça, ce sont des réponses possibles en fonction des paramètres xi et oméga n. Alors on nous dit ici, si la valeur de xi est faible, si le coefficient d'amortissement est faible, inférieur à 1, la réponse sera oscillatoire amortie. Donc vous allez avoir des oscillations dont l'amplitude est amortie. D'accord? L'amplitude de ces oscillations va baisser au cours du temps. Alors l'amplitude, ça baisse comment? Regardez ici, à quelle allure? Ça baisse avec une allure exponentielle. Si je reviens à l'expression précédente, ici, vous voyez que la sinusoïde est multipliée par une exponentielle moins xi oméga nt. Donc, en réalité, on avait au départ un sinus dont les amplitudes sont multipliées par une enveloppe exponentielle qui vient baisser les amplitudes à chaque fois. D'accord? Une chose à retenir aussi, plus xi est faible, et plus les oscillations sont importantes. Plus vous avez un coefficient d'amortissement très faible, donc le système n'est pas amorti, d'accord? Et plus vous avez des oscillations importantes. Plus xi, la valeur de xi s'agrandit, et plus les oscillations, l'amplitude des oscillations baisse. Donc si xi égale à 1, le système a un amortissement critique. Donc c'est la valeur limite, qui généralement sépare deux états. C'est pour ça qu'on l'appelle valeur critique. La valeur critique, c'est la valeur qui sépare en automatique deux états. Donc en dessous de 1, le système est sous-amorti. C'est le cas ici. En dessous de 1, le système est sous-amorti. Au-dessus de 1, si xi est supérieur à 1, le système est suramorti. Alors vous allez me dire à quoi correspond un système suramorti? C'est un système dont l'amortissement est très important et donc vous n'aurez même pas d'oscillation. D'accord? Il est freiné dès le départ. Alors ensuite, on s'intéresse à la rapidité. Donc pour avoir la rapidité, le temps de réponse, il nous faut connaître l'erreur statique, puisque l'erreur statique est directement liée à l'erreur. Le temps de réponse, pardon, est directement lié à l'erreur statique que vous allez définir. Donc l'erreur statique est souvent donnée par le cahier des charges. Le cahier des charges, en anglais, on l'appelle Technical Specifications.
ou, de manière plus rapide, specifications. Donc ça, c'est donné par le client, par le cahier des charges. On vous dit, voilà, je souhaite que mon moteur tourne à 1000 tours par minute avec une erreur statique de 10%. Donc lui, il tolère une erreur de 10% ou de 5% ou de 2%. Donc si vous arrivez à 1000 tours par minute moyennant 10% d'erreur, il considère que vous avez atteint l'objectif. Et du coup, là, le temps de réponse sera calculé par rapport à cette erreur qui est tolérée. Tout ce qui était avant d'atteindre ces 10% sera le régime transitoire. Enfin, vous n'avez pas encore atteint l'objectif. Au-delà de ces 10% atteints, on considère qu'on est dans le régime permanent, on a atteint l'objectif, et la limite entre les deux, c'est le temps de réponse. Alors ce n'est pas toujours 10%, ça dépendra du cahier des charges. Alors ce slide est très important, donc la plus grande attention par rapport à ce qu'on va dire. Là vous avez la réponse d'un système du second ordre. C'est une réponse quelconque. D'accord? Donc on a quelques oscillations qui sont amorties par la suite. Alors, ça c'est la valeur finale. Donc vous prenez la valeur ici, c'est la réponse S infini, c'est la réponse S, lorsque le temps est très grand, le temps est infini. Ici, on va pouvoir retrouver ou lire graphiquement cette valeur-là. Lorsqu'on coupe la première fois cette valeur S infini, ceci est défini par le temps de montée. Donc le temps de montée, en anglais on l'appelle rise time, R-I-S-E, rise time, c'est le temps nécessaire pour passer de 0% à 100% de la valeur finale. Premier passage par 100% de la valeur finale. Ce laps de temps, est appelé le temps de montée. Ce temps, qui est lié au pic, au premier pic, est appelé le temps du pic. Le temps du premier pic. Cette valeur-là, qui est mesurée entre la valeur finale et la valeur du premier pic, est appelée dépassement. De combien avons-nous dépassé la valeur finale? C'est le dépassement et c'est une valeur très importante en automatique. Alors attention, le dépassement est toujours exprimé en pourcentage. Si vous me dites que j'ai un dépassement de 10 volts, ça ne donne aucune information. Donc vous avez dépassé de 10 volts par rapport à combien? Donc il faut donner une valeur en pourcentage. Qu'est-ce qu'on fait? On prend cette distance, donc 3 carreaux et quelques, que l'on divise sur la valeur de, la distance de la valeur finale, sur celle-là. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Le rapport va nous donner le dépassement en pourcentage. Et là, ça devient parlant. Si vous me dites j'ai un dépassement de 10%, donc quelle que soit la valeur finale, je sais que je vais avoir un dépassement de 10%. C'est parlant. Alors cette distance, c'est une distance, puisque là c'est le temps, enfin, c'est une distance temporelle, définit ce qu'on appelle la pseudo-période. Donc c'est la période entre deux pics de la sinusoïde. C'est pas vraiment une période, puisque le signal ne se répète pas exactement. C'est pour cela qu'on l'appelle pseudo-période. Alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tracé une barre, une ligne, qui dépasse S infini de n%. N étant l'erreur statique tolérée. On va tracer également une deuxième ligne, S infini moins n%. D'accord? Ensuite, on va regarder à quel moment on est rentré dans ces barres, à quel moment on est rentré dans ce delta, pour ne plus en sortir. Donc là,
On est rentré ici, mais on est ressorti. On est rentré, mais on est ressorti. D'accord? Si je regarde bien, ici, c'est le dernier moment où je suis rentré dans ce delta pour ne plus en sortir. Ça va définir le temps de réponse à n%. Ça définit le temps de réponse à n%. Je rappelle que n est une donnée fournie dans le cahier des charges ou par le client. Donc ça, c'est un graphique très important pour lequel vous allez faire des exercices pour identifier les paramètres d'un système du second ordre. Alors déjà, dès que vous avez des oscillations, vous pouvez vous en douter qu'on n'est pas devant un système du premier ordre. Le système du premier ordre, on l'a vu, c'est un système amorti. Il n'a pas d'oscillation. Si vous avez des oscillations, c'est probablement un système du second ordre. Alors l'inverse n'est pas vrai. Si vous avez une réponse amortie, ça ne veut pas dire que c'est un système du premier ordre uniquement. Il peut être un système du second ordre où l'amortissement est très important. D'accord? Donc faites attention à cela. Voilà, on résume dans ce tableau les principales propriétés ou caractéristiques ou paramètres d'un système du second ordre. Donc le temps de montée, le rest time qu'on a vu précédemment, il a une formule qui est donnée par ça en fonction de oméga n et de xi. Ça veut dire qu'une lecture graphique de Tm, si vous faites une expérimentation, une simulation, vous pouvez récupérer la courbe qu'on a vue précédemment, relever graphiquement Tm. Et à partir de là, avoir une première équation qui permet de déterminer les deux paramètres oméga n et xi. Également, le temps de réponse à n% est donné par cette formule. 1 sur oméga n xi log de 100 sur n. Alors ça c'est vrai si xi est inférieur à 1. D'accord? Si xi est supérieur à 1, on ne va pas utiliser cette formule, puisque il n'y a pas d'oscillation. Si, les oscillations sont importantes. Alors, le temps du pic. T pic, on a vu que c'était la moitié de la période, la pseudo-période. Le temps du pic est donné par cette formule. Pi sur oméga n racine 1 moins xi carré. La pseudo-période est donnée par ça. Le dépassement est donné par cette formule. D'accord? Ns, le nombre d'oscillations complètes, est égal à 1 sur 2 xi. Alors je vais juste revenir sur le schéma précédent. Comment calculer le nombre d'oscillations complètes? Si vous partez de la sinusoïde, de la partie basse de la sinusoïde, et que je revienne jusqu'ici la partie basse, ça c'est une oscillation complète. Donc là j'ai 1, 2, 3 et ainsi de suite. Alors si jamais je n'arrive pas à la finir, si ça se termine là, donc je vais prendre la demi. Donc là éventuellement je vais avoir 1, 2, 3, 4 et demi. Ns ici sera égal à 4 et demi. Et ça me donne directement la valeur de xi. Donc en prenant quelques relevés graphiques et grâce aux formules qui sont là, je peux retrouver les paramètres de mon système oméga n et xi. Et là vous avez une formule qui définit un ratio entre deux maximums successifs. D1 par rapport à D2 est donné par ça. D1 c'est le premier maximum, D2 c'est le second. Donc le ratio entre les deux est également défini par cette formule. Alors là aussi c'est une figure qui est très utilisée. En réalité c'est un abac qui est tracé à partir de la formule du dépassement. Donc le dépassement généralement c'est une condition imposée dans le cahier des charges.
Donc souvent on part du dépassement pour essayer de retrouver, puisqu'il est imposé, pour essayer de retrouver xi. Si je vous donne xi, il suffit d'injecter là, vous avez directement le dépassement. Par contre, à partir d'un dépassement, il est relativement difficile d'avoir xi de manière analytique, puisque là, le xi intervient sur l'exponentielle à travers une racine. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on trace cette équation d en fonction de xi. Vous voyez bien que c'est une exponentielle décroissante. Donc si vous tracez ça, vous pouvez le faire sur une calculatrice graphique, vous allez obtenir cet abaque qui lie le dépassement et le xi. L'intérêt de cet abaque, c'est de ne pas utiliser la formule du dépassement. Et auquel cas, si vous connaissez par exemple le dépassement, 60%, ben je vais venir descendre lire directement la valeur de xi. Inversement, pour une valeur de xi donnée, 0,6, ben je vais venir lire directement le dépassement, sans passer par la formule qui pourrait prendre beaucoup de temps. Alors on arrive à un exemple électrique, plutôt mécanique, voilà, où vous avez une masse M accrochée à un mur à travers un ressort et un amortisseur. D'accord? Donc là c'est le point de départ, l'origine 0. Ici on va venir appliquer une force F et on va mesurer le déplacement qui est la sortie. Donc notre entrée, par quoi on agit sur le système? On agit par la force F. Et on observe la sortie Y. Alors simplement une petite correction sur ce tracé, c'est qu'on suppose que on regarde d'en haut, c'est-à-dire que la masse elle est posée sur une table ou sur le sol, ça c'est le mur, et on tire sur une surface, donc soit sur terre, soit sur table. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de poids, de force liée à la gravité qui agit, puisqu'on a la contre-réaction du sol qui agit par-dessus, qui agit pour annuler la force du poids. Donc imaginons que ça c'est posé sur une table, on regarde au-dessus, voilà, on a simplement la force qui tire, on n'a pas d'autre force. La gravité ou la contre-réaction s'annulent mutuellement. Donc ce système est réel, simplement on ne connaît pas la masse M, on ne connaît pas la constante de raideur K du ressort, et on ne connaît pas le coefficient d'amortissement de l'amortisseur F. On nous demande d'utiliser la théorie de l'automatique pour identifier ce système. Alors, soit on ne les connaît pas du tout, soit on les connaissait initialement, et puis au fur et à mesure des années, les valeurs ont dû changer, donc on nous demande de les identifier à nouveau. Alors on sait que la force liée au ressort, la force de résistance, c'est égal à moins K fois le déplacement, moins K fois Y, et on sait également que la force liée à l'amortissement, c'est moins F fois la vitesse. On dit moins F fois la dérivée de Y. Voilà. On vous demande, dans un premier temps, de nous donner l'équadif. Comme on est dans un domaine mécanique, on va utiliser la seconde loi de Newton, qui dit que la somme des forces est égale à m fois m fois gamma. La somme des forces est égale à m fois gamma, et gamma, c'est l'accélération. Donc vous allez écrire les forces qui s'exercent ici. Il y en a 3. La force que l'on applique, qu'on supposera constante, donc un échelon. Et puis les deux forces résistantes, je les ai mis avec un moins, puisque c'est des forces qui sont opposées au sens que j'ai donné au déplacement Y. Donc ici on nous dit que la force que l'on applique est un échelon d'amplitude 10 newtons. La force que l'on applique ici est un échelon d'amplitude 10 newtons. On a appliqué 10 newtons et on a relevé
les valeurs de y qui sont tracées ici. D'accord? Donc la question qui vous est posée, trouvez l'équation, non plutôt on vous donne l'équation différentielle sous cette forme-là. Donc ce que vous allez faire, c'est qu'en partant des équations de Newton, il faudra identifier ces équations-là pour aboutir à une équation de la forme classique avec oméga n, xi et h. Donc vous allez devoir nous donner l'expression de oméga n, de xi, en fonction de la constante de raideur k, du coefficient d'amortissement f, et également remplacer ou décrire h de t en fonction de la force que vous allez appliquer, la force F. Ensuite, les questions sont les suivantes. Prouvez que l'expression de oméga n est donnée par la racine de k sur m et que l'expression de xi est égale à f sur 2, racine 1 sur k fois m. M étant la masse à déplacer, k la constante de raideur et f l'amortissement. Ensuite, en utilisant le tracé, déterminer xi, puis oméga n. Et dernière question, connaissant la masse, 300 kg, déduire les valeurs de k et de f. Voilà, donc ici vous pouvez faire une pause ou revenir sur le slide précédent pour faire quelques relevés. D'accord, essayez de faire des relevés du dépassement, du temps de montée, de la pseudo-période, tout ça. Faites des relevés. Ensuite, vous pouvez revenir également sur le tableau qui est donné là. Et grâce au relevé que vous avez trouvé, vous allez pouvoir donner les valeurs de oméga n et de xi. D'accord? Voire utiliser la BAC liant le dépassement à l'amortissement. Donc le dépassement, vous l'avez directement de manière graphique. Donc vous allez obtenir l'amortissement. Une fois que vous avez l'amortissement, vous utilisez une autre formule dans la table, connaissant xi, d'accord, connaissant la pseudo-période, je peux déterminer oméga n, par exemple, par cette formule ou par une autre. Voilà l'exercice qui vous est posé. Donc, trouvez l'équation de Newton qui régit tout ça, faire une identification avec l'équation qui est là, et là on vous donne la réponse, hein. Il suffit de prouver que vous obtenez ces formules-là, et puis graphiquement, relever des valeurs graphiques d'un système du second ordre, les paramètres ou les constantes caractéristiques, et identifier pour avoir xi, puis oméga n. Une fois que vous avez ça, on vous donne la masse à 300 kg, on déduire la valeur de k et de f. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On verra la suite en TD. Et j'espère que vous aurez compris. N'hésitez pas à faire des pauses à la vidéo et puis à revenir sur des points qui vont apparaître plus clairs à la deuxième ou troisième passage. Merci, à bientôt. Prenez soin de vous.